Qu'il était bon d'être ado dans les années 90, on finissait d'appréhender la culture des années 80 de notre enfance, que la télé devient un peu plus impertinente. La musique explose avec le vidéoclip, les téléphones et internet commencent doucement à envahir notre quotidien et les magazines pour ados pullulent. Tout comme plein de choses sur notre visage. Point noir et bouton, eau précieuse purement et simplement. La fin des années 90 est une période charnière pour l'industrie audiovisuelle. Le public ne savait pas encore qu'une série et 2 films allaient bouleverser les tendances et l'univers des ados. Dawson, la série qui a réveillé les États-Unis, dimanche à 17h sur TF1. Vous achetiez Série Mag ou Artelius, Buffy squattait les murs de votre chambre et M6 était votre chaîne favorite. Alors vous avez vu Scream au cinéma, regardez Dawson sur TF1 le dimanche après-midi et vous n'aviez Dieu que pour Freddie Prinze Jr. Oui, ça peut arriver. La fin des années 90 est un bouleversement pour les adolescents. X-Files cartonne sur M6 et couplé avec Urgence et Friends, elle devient une référence. Alors les séries envahissent les chaînes télé en prime time, le cinéma de genre revient en force et la télévision commence doucement à s'intéresser à la pop culture. M6 Fantastique, c'est aussi 52 pages sur le monde du fantastique, de la science-fiction et des X-Files. Les radios sont au sommet, la presse se porte comme un charme, Internet n'a pas encore bousculé nos habitudes et le portable faisait des débuts timides dans nos cours de récré. Avant cette époque, plus ou moins bénie, l'adolescent était finalement assez peu représenté sur nos écrans, puisqu'après la vague des années 80 et les films de John Hughes, il n'y avait guère que le cinéma d'horreur pour mettre en avant les adolescents. Genre peu créatif et mis au rebut par le grand public, le film d'horreur était surtout présent dans les vidéoclubs avec des suites sans âme de Freddy, Vendredi 13 ou Halloween. Et en télé, sauvés par le gong et les années collège étaient les 2 seules valeurs refuges pour nous autres pauvres collégiens et lycéens. Plus tard, Beverly Hills et Heart Cœur à Vif tentaient avec succès de proposer la bulle hebdomadaire nécessaire aux ados. Mais tout ça était quand même un peu plan-plan, non? Alors dès 96 aux États-Unis et 97 en France, une œuvre émerge parmi tant d'autres. C'est un phénomène. L'année suivante, une série s'adresse directement au public ado avec intelligence et créativité. Puis finalement, une comédie vient nous rappeler qu'au cinéma, John Hughes avait été respecté sur la simple idée que les ados sont une mine d'or d'intrigues morales, sociales et romantiques. Cette vidéo s'articulera sur 3 œuvres que tout le monde connaît, Scream, American Pie et Buffy contre les vampires. Il y a quelqu'un qui a inventé un jeu mortel. Tout a commencé par un appel au secours au milieu de la nuit. Ce quelqu'un est dingue des films d'horreur. Été 97, Scream sort sur nos écrans et opère un hold-up. Renouant avec un genre désuet, le slasher, Scream se permet l'intelligence de se moquer du genre tout en proposant un casting de jeunes premiers qui vont squatter les murs des ados et les vidéoclubs. Est-ce que tu as peur? Scream. Dans les années 90, les vidéoclubs battent leur plein et M6 diffuse les jeudis de l'angoisse, 2 endroits où le film d'épouvante et d'horreur peuvent encore être vus. Niveau slasher, les producteurs surfent sur les 4 grands noms de l'époque, Jason, Leatherface, Freddy et Michael Myers. Nous sommes dans une période de niche, tout le monde connaît ces figures de l'horreur, mais peu de gens suivent vraiment les suites. Cela reste un centre d'intérêt de marginaux du cinéma. Dangereuse Alliance sort durant l'été 96 aux États-Unis et ne fait aucun bruit côté grand public, mais parmi les fans du genre, le film devient vite un classique en posant des balises importantes pour le genre à venir. Personnage ado, high concept longtemps réservé aux adultes et BO moderne. Je peux plus sortir avec toi, d'accord? Pitié, lâche-moi, arrête de me harceler. 4 filles vont enfin libérer leur pouvoir. T'as jamais essayé d'invoquer les esprits? La magie noire. Franchement, géant, on va pouvoir provoquer les choses pour de bon. Wes Craven réussit le pari de rafraîchir la franchise Freddy plutôt que de la remaker en faisant un film assez référentiel et méta en 94. Freddy sort de la nuit lui fait dire que le film d'horreur a peut-être un dernier atout pour se renouveler, être conscient de son héritage et de son identité. Un nouveau Freddy. Coupé, c'est bon, on la garde. Mais cette fois, son univers imaginaire semble devenir réalité. À partir de là, Craven proposera Scream avec un jeune auteur, Kevin Williamson. À eux deux, ils vont inaugurer une époque bénie pour le genre. Scream sort en décembre 96, quelques mois après Dangereuse Alliance, déjà avec Neve Campbell. Scream sort durant l'été chez nous pour la fête du cinéma. Bingo, le film cumule 2 millions d'entrées après avoir été un phénomène l'hiver précédent aux États-Unis. Le film joue avec les codes du genre et permet au film d'épouvante de retrouver un peu de force et de fraîcheur. On salue l'exécution et le film devient une référence immédiate
Dès lors, l'industrie hollywoodienne s'empare du filon et produit dans la foulée Souviens-toi l'été dernier. À l'époque, on apprend la sortie du film via les magazines jeunesse de type Pixel, véritable témoignage de cette époque indécente qu'étaient les 90s. Il s'est fait décapiter. Non, on l'a éventré avec un crochet. Oh mon Dieu! Je crois qu'il est mort. Mais on peut pas le laisser ici. Dis-moi, Miss future juriste, c'est quoi la peine pour un homicide, hein? Souviens-toi l'été dernier sera à peine un mois avant Scream 2. Nous sommes en décembre 97 aux États-Unis. Souviens-toi l'été dernier termine une belle carrière aux États-Unis avec près de 70 millions de dollars, score énorme pour le genre. Les dollars pleuvent et il en pleuvra encore avec Scream 2 qui fait le même score que le premier. Le slasher était mort, il est désormais plus vivant que jamais. Scream 2 était dans nos salles durant l'été 98 en France et fait le même score que le premier, 2,2 millions d'entrées contre 1,3 million pour Souviens-toi l'été dernier. Avec Scream et Souviens-toi l'été dernier, la jeune génération est conquise. Il ne pouvait pas en être autrement. Les histoires d'épouvante des jeunes acteurs plus ou moins connus du petit écran et plutôt belle gueule, succès assuré. D'ailleurs, jetons un œil au casting. Neve Campbell était l'une des stars de la série La Vie à 5. Courtney Cox cartonnait avec Friends et Matthew Lillard et Skeet Ulrich deviennent les nouvelles coqueluches des jeunes filles. On regarde des films d'horreur, on prend quelques notes et on se fend la gueule. À ce titre, La Vie à 5 semblait un vivier puisque Jennifer Love Hewitt illumine tout le monde en devenant une Scream Queen à la fois sexy et convaincante dont Souviens-toi l'été dernier. À peine connue pour Buffy qui venait de commencer, Sarah Michelle Gellar se permet une belle pub avec Souviens-toi l'été dernier et Scream 2. Hewitt et Gellar sont aidés par deux jeunes premiers encore, Ryan Phillippe et Freddie Prinze Jr. qui auront des fortunes diverses au cinéma entre rom-com et films ratés. Hors sujet mais complètement dans la mouvance, Titanic confirme que les jeunes acteurs deviennent un nouveau vivier où piochent les producteurs les moins inspirés. Les 15-20 ans sont désormais la cible commerciale la plus puissante de l'époque. Calqué sur un même cahier des charges, Halloween 20 ans après Urban Legend et Souviens-toi l'été dernier, deux arrivent quasiment en même temps. Halloween 20 ans après sort en août 98, Urban Legend en septembre et Souviens-toi l'été dernier 2 en novembre aux États-Unis. Mais elle n'échappera pas à son passé. Ah, comment? Quoi? Parce qu'il y a des secrets. Il y avait un cadavre là-dedans. Oui. Et je suis pas cinglé, il est revenu. Et en quelques mois, le genre tend déjà vers la saturation, surtout avec un modèle qui a déjà du mal à se renouveler. Une suite moins inspirée pour Souviens-toi l'été dernier, un faux remake d'Halloween viennent un peu cacher la vraie qualité d'un Urban Legend efficace, mais qui sera un petit flop aux États-Unis, comparé aux autres. Je dois savoir ce qui se passe ici. On dirait que quelqu'un ressort toutes ces histoires et s'amuse à les matérialiser. Urban Legend. T'as déjà entendu celle du micro-ondes? Côté financier, c'est encore une excellente affaire pour les producteurs qui sont largement remboursés. Et Urban Legend joue à fond la carte du slasher, de Whodunit et aligne les jeunes premiers. Jugez plutôt Jared Leto, Tara Reid, Michael Rosenbaum, Rebecca Gayheart et Joshua Jackson. Ces deux derniers étaient déjà entreaperçus dans Scream 2. D'ailleurs, beaucoup d'acteurs et d'actrices se croiseront dans beaucoup de projets teen dans les années qui suivront. Halloween opère une cure de rajeunissement mais se permet le luxe de réembaucher Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode, aidé par Josh Hartnett et Michelle Williams, échappés de Dawson. Pour la dernière fois, le bien et le mal se retrouvent face à face. Halloween, 20 ans après. La terreur ne prend jamais de vacances. Et Josh Hartnett devient la nouvelle idole des jeunes puisqu'il est la vedette de plusieurs rom-com teen et du très bon The Faculty que Kevin Williamson scénarise, une autre production teen qui voit une invasion alien dans un lycée. Les années 90 se terminent sur une note plutôt positive au cinéma pour les ados. Dans les vidéoclubs, les slashers bas de gamme et les retours de franchises désuètes comme Leprechaun ou Hellraiser prennent les rayons d'assaut. Selon vous, ce qui vient de se produire dans ce cinéma est-il imputable ou non au film projeté hier soir? Ce serait un raisonnement un peu simpliste. Je trouve ça primaire de mettre la violence sur le dos du cinéma. Faut sortir le dimanche. Et Mad Movies n'est pas très ravi de ce retour du genre et n'hésite pas à critiquer cette lente descente du genre vers le mainstream. Alors entre retour du genre et industrialisation d'une mode, où se place-t-on?
Les films sont généralement déconseillés au moins de 12 ans. On est loin de l'horreur absolue, et en à peine 3 ans, le genre doit déjà se remettre en question, et des suites viennent irrémédiablement sur le tapis. Scream, toujours lui, termine son pamphlet sur les trilogies filmiques avec un 3e métrage qui fait encore débat. Urban Legend 2 fait dans la facilité, Vendredi 13 tente son retour en mettant Jason en avant dans le titre, et ça nous donne le fameux Jason X qui se passe dans l'espace. En l'an 2455, lors d'une mission de routine, une équipe d'étudiants va découvrir une forme de vie cryogénisée. Wow. Ils reviennent. Parez à l'accostage. Vous l'avez ramené à bord? Nous contrôlons la situation, madame. Qu'est-ce qui se passe? C'est Jason Voorhees, voilà ce qui se passe! Les films de genre auront l'intérêt de vous faire dire « Ah mais tiens, je la connais elle ». Urban Legend 2 met en scène Jennifer Morrison de la série Dr House ou Eva Mendes. Jack Black ou Anne Heche sont dans Souviens-toi l'été dernier, tout comme Johnny Galecki de Big Bang Theory. The Faculty, sorti en 1999 en France, crée un joli mix entre slasher et science-fiction. Cette variation a peut-être produit le moins de déchets. The Faculty. Mademoiselle Drake est priée de se présenter dans le bureau du proviseur. On va te faire foutre, je me tire. Prenons Destination Finale en 2000, créé par Glenn Morgan et James Franco, sorti du succès de X-Files et qui confirme l'hypothèse. Slasher original avec un tueur invisible, Destination Finale est une réussite totale. L'avion va exploser! C'est pas une blague! Ça va exploser! On est descendu de l'avion parce qu'il a fait un cauchemar. Je l'ai vu. L'avion va exploser, l'avion va exploser. Jeepers Creepers aussi est une réussite, un film d'horreur redoutable qui a fait un beau parcours après sa sortie. Le slasher perdure quand même, mais le flop d'Halloween Résurrection et de Mortel Saint-Valentin avec David Boreanaz marque un terme à la mode des néo-slashers en 2002, soit à peine 6 ans après l'arrivée de Scream. Malgré des scores honnêtes, avec 20 millions de dollars en moyenne, ces films voient leur budget de fabrication de plus en plus élevé. Pour marquer le coup, le tant attendu Freddy contre Jason en 2003 met face à face 2 icônes du slasher. Le film n'est pas un chef-d'œuvre, un peu en son dans le genre, mais se permet le luxe de proposer une histoire qui tient à peu près debout. Pourquoi tu ne meurs pas? Freddy contre Jason. Le public cherche autre chose. Les films doivent être moins aseptisés. Désormais en recherche d'un renouveau, le film d'horreur pioche dans le brutal, le viscéral. Il va les tuer. Qui va tuer qui? Ah! Mais qu'est-ce qui vous prend? Oh ma pauvre petite. Le remake de Massacre à la tronçonneuse met tout le monde d'accord, tout comme le remake de La Maison de Cire en revenant aux sources de l'horreur. Même si on reste dans le cliché à la créativité limitée, on souligne le retour à quelque chose de plus sanglant, tout en gardant cette tendance à caster des têtes connues. Jessica Biel, Eric Balfour, Mike Vogel, Chad Michael Murray, Jared Padalecki, Paris Hilton ou encore Elisha Cuthbert. Et après son collègue de Supernatural, Jensen Ackles sera le héros du remake de My Bloody Valentine en 2009. Et le box-office prouve encore qu'il n'y a pas eu beaucoup de gagnants dans l'histoire. Scream domine le classement ainsi que les vieilles franchises revenues au goût du jour. Avec le succès des films plus sanglants, le cinéma de genre se tourne de plus en plus vers la pure horreur. Fini le casting bien propre sur eux, les tueurs maladroits et les meurtres sans saveur. Place à la torture. En 2004, Saw ouvre la voie du torture porn, mais ça, c'est une autre histoire.